Créateur d'une incroyable variété de véhicules depuis plus d'un siècle, Renault est un constructeur indissociable de l'histoire industrielle et sociale de la France. Renault a été l'une des firmes les plus créatrices, notamment en cette capacité à sentir la société. Renault, c'est une marque absolument fondamentale dans l'histoire automobile mondiale. La marque a toujours su répondre aux attentes des Français, avec des solutions techniques souvent d'avant-garde, comme l'architecture astucieuse de la petite 4 chevaux, le haillon arrière de la Renault 4, ou encore l'introduction de l'électronique de bord sur la R25, une des premières voitures qui parle. Porte-conducteur mal fermé. Le Tone, journaliste automobile, va nous faire voyager dans le temps avec des modèles entrés dans la légende, comme la 4 chevaux de 1947, la première voiture populaire française. Ce qui est incroyable, c'est que cette voiture, elle est vraiment construite à l'économie. Ils ont fait 1 million de voitures avec des défauts. Mais c'est ce qui fait leur charme. Ou la très innovante 4L, un des plus grands succès automobiles de l'après-guerre. La 4L, c'est une voiture simple et c'est une voiture populaire et c'est la voiture des Français. Renault a toujours été en première ligne au grand moment de notre histoire. On aime Renault parce que Renault, c'est une partie du drapeau français. Pendant la Première Guerre mondiale, la marque a inventé des technologies révolutionnaires comme la tourelle pivotante du char léger FT qui a contribué à la victoire finale, ou le célèbre taxi de la Marne qui s'est illustré en 1914, une autre création de Renault. Depuis ses origines, la marque a aussi brillé dans les compétitions automobiles à toutes les époques et dans toutes les catégories. Rallye, F1, 24 heures du Mans. Pour faire simple, Renault, c'est la marque qui a tout gagné. Des victoires marquées par l'invention du turbocompresseur que l'on retrouvera sur la mythique Renault 5 Turbo. Et le turbo, il déclenche quand alors? Le turbo, il déclenche à 4005. Ah, on y est presque. La capacité de développer des nouveautés, des nouvelles façons de penser chez Renault est phénoménale. Voici les grandes heures du losange le plus populaire de France, l'histoire d'une marque pionnière, devenue un des plus grands constructeurs automobiles au monde. Avec son patrimoine exceptionnel, qui compte plus de 200 modèles différents, Renault occupe une place particulière dans le paysage automobile. À chaque période, depuis la création de l'entreprise, la marque a su se remettre en question, proposer de nouvelles technologies, coller à son temps. Renault aura toujours pu compter sur des visionnaires qui permettent de rebondir, qui permettent de relancer de nouveaux produits, de nouveaux concepts, de manière à coller à une époque. Cette aventure commence à la fin du 19e siècle grâce à un jeune inventeur, Louis Renault. Issu d'une famille bourgeoise parisienne, il n'est pas très intéressé par les études. Dès l'âge de 14 ans, il se passionne pour la mécanique et l'électricité. Il installe son atelier au fond du jardin de la résidence secondaire familiale à Boulogne-Billancourt. C'est un garçon assez taciturne, assez renfermé. Et en fait, il a une passion, c'est la mécanique, c'est l'innovation technologique qui apparaît en cette fin du 19e siècle. Il est à la fois mécanicien, inventeur et, je dirais, une sorte de geek de l'époque. Parce qu'il est attiré vers des choses nouvelles. À l'âge de 21 ans, Louis Renault fabrique tout seul une voiturette en transformant un tricycle à moteur du constructeur de Dion-Bouton. Il y ajoute une 4e roue et à la place de l'entraînement par chaîne, en vigueur sur les véhicules de l'époque, il installe une transmission par cardan beaucoup plus efficace. Il met aussi au point une boîte de vitesse révolutionnaire dite à prise directe. Cette boîte possède 3 vitesses. Les 2 premières lancent le véhicule à l'aide d'engrenages. La 3e vitesse est en prise directe avec le moteur, c'est-à-dire que les arbres primaires et secondaires se synchronisent pour faire tourner les roues et le moteur à la même vitesse. La puissance ainsi dégagée permet de rouler plus vite et de stabiliser le véhicule. Il y a très peu de déperdition et avec un tout petit moteur, il arrive à faire une voiturette qui a des qualités dynamiques vraiment incroyables pour l'époque. Cette boîte de vitesse en avance sur son temps est montée sur la première Renault de l'histoire, la Type A. À
Boulogne-Billancourt, juste en face du premier atelier de Louis Renault, le Tone a rendez-vous avec Jean-Louis Le Tohic, le directeur technique de Renault Classique, le département patrimoine de la marque. Donc ça, c'est l'original? Ça, c'est une réplique, Ah. 100% conforme à l'origine. Dans la collection privée du groupe, une Type A d'origine a servi de modèle pour construire cette voiturette à l'identique. Combien de temps ça a pris pour la refabriquer? 4 à 5 ans. 4 à 5 ans. Est-ce que quand vous avez démonté la version originale que vous aviez à votre disposition, tu as découvert, je sais pas, bon, des innovations ou des solutions techniques hyper intéressantes? Bien sûr. Et c'est surtout d'avoir eu l'idée d'accoupler une vraie boîte de vitesse à prise directe, un arbre de transmission et un pont arrière avec un différentiel, ce que possèdent 99% des voitures aujourd'hui. Ah oui, déjà, il avait eu l'idée de ce qui aujourd'hui est la norme. Louis Renault est assez sûr de sa création. Il dit que sa voiture est capable de, pas toutes les performances, mais au moins de monter là où c'est peut-être le plus escarpé à Paris, c'est la rue Le Pic. Pour faire connaître son prototype et démontrer l'efficacité de sa boîte de vitesse, il invite des amis le 24 décembre 1898 au pied de la butte Montmartre. Il lance un pari, celui de gravir la rue Le Pic avec sa voiturette. C'est incroyable, tout démarre d'un pari en fait. Tout à fait. En parlant de démarrer, est-ce que tu as vu que là-bas, il y a une petite pente? Eh ben, Est-ce qu'on pourrait pas essayer de démarrer cette Type A pour aller gravir la petite pente? comme la rue Le Pic le 24 décembre Ouais. au soir. Eh ben, allons-y. Eh ben voilà. Soyons fous. Allez, on va ouvrir le capot. On ouvre l'essence. Là, on Voilà. va titiller le carburateur. Ça, je sais faire. Voilà, c'est comme sur une moto, en fait. Ouais. Et là, hop. Donc là, on a une particularité aussi, c'est que la manivelle est à l'intérieur du poste de Ben oui, pilotage. d'habitude, c'est devant. Ouais. Allez. Waouh! Eh, mais ça tourne bien. C'est pas. Une Renault, rien ne l'arrête. Et ça, c'est quoi? L'avance. On accélère avec l'avance, réglage des gaz et de l'air. C'est hyper pratique, hein. C'est pratique. T'as tout sous la main, hein. Exactement. Tu veux prendre le volant? Ah, je peux? Allez, passe par là. Tu me dis ce que je dois faire, hein. Tu t'installes. Ok. Allez, Tu passes les vitesses, hein, parce que ça a l'air tu compliqué. débrailles. En première. C'est parti. Ouais, j'ai pas calé. Waouh, ça marche bien. Ouais. Ah, ça vibre, hein. Ouais, parce que là, on reste en première, mais après, on fera la prise directe. Ah ouais, là, prise directe, là, prise directe. On y va. On y va? Allez, débraille. Ok, je débraille. Ça y est, on est en 3, oui! On l'a fait! Je me sens hyper proche de toi maintenant. Là, on annule la boîte de vitesse. Là, et on est a direct sur le moteur. l'arbre de transmission qui tourne à la vitesse du moteur. Mais ouais, c'est hyper calme, on est hyper bien. Là, par contre, ça monte, il va falloir rétrograder. Allez, on Débraille. rétrograde, je débraille. Vas-y. Oh là là, mais on a presque pas senti les vitesses. Première, maintenant. Première, allez, on est chaud. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Débraille. Allez, ouais! Ça grimpe! C'est un peu la rue Le Pic là, enfin, un peu plus doux, mais bon, les deux, hein, les deux. Ouais, on va y arriver, allez, monte la côte! Voilà, on est en haut, attention à la victoire! Ouais! Oh, on a gagné! C'est de la course de côte! Paris gagné. La démonstration de Louis Renault est un succès. Certains de ses amis présents ce soir-là lui commandent sur le champ une Type A et lui versent un acompte. Avec l'aide de ses frères, il crée la société Renault Frères en 1899. La demeure familiale de Boulogne-Billancourt est réaménagée en usine. 71 Renault Type A sont produites. Ça peut paraître ridicule aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est énorme. C'est absolument énorme. Surtout pour un gamin de 20 ans qui sort de nulle part. Dans la foulée, il dépose le brevet de sa boîte de vitesse pour en vendre le concept à d'autres constructeurs. Il y a plus de 20 constructeurs qui vont acheter le brevet à Louis Renault, ce qui lui permettra évidemment de recevoir de l'argent. Et donc, ça va lui permettre d'avoir une assise financière suffisante pour développer ses projets. Son brevet lui rapportera 3,5 millions de francs jusqu'en 1914, où il tombera dans le domaine public. Créateur prolifique, Louis Renault aura déposé entre-temps 174 autres brevets.
Renault, c'est un inventeur. C'est quelqu'un qui ne se satisfait pas du modèle qu'il vient de créer. Tout de suite, après, il pense à l'étape suivante. Au tournant du siècle, Louis Renault présente sa nouvelle voiturette, la Type C. C'est avec ce modèle que Renault Frères s'affirme dans la compétition automobile qui naît à ce moment-là. Très spectaculaire, ce nouveau sport connaît rapidement un succès considérable dans toute la France. À l'époque, il y a vraiment un engouement pour la course automobile. Je ne sais pas si on rêve d'automobile, mais on partage la passion. L'automobile, ainsi, s'inscrit dans la société. La Type C et les Renault de course suivantes multiplient les victoires et imposent la marque dans les courses Paris-Toulouse et Paris-Bordeaux. Avec leur châssis allégé, dérivé des modèles de série, et une version améliorée de la boîte de vitesse à prise directe, ces bolides constituent un formidable outil de communication. Pour asseoir leur notoriété, les frères Renault prennent eux-mêmes le volant. À cette époque, seuls les constructeurs automobiles connaissent les secrets de leurs engins et savent les piloter. C'est fou d'imaginer qu'à l'époque, le président même de l'entreprise courait dans les courses les plus dangereuses et les plus rapides d'Europe au volant de ses propres voitures pour en faire la promotion. C'est un peu comme aujourd'hui si le président de Renault roulait en Formule 1 ou même en rallye ou faisait le Paris-Dakar à fond dans le désert. La plus puissante de ces voitures est la Type O, dotée du premier 4 cylindres de la marque, un monstre de 6300 cm3 qui permet d'atteindre la vitesse folle de 100 km/h. En 1903, 2 Type O sont alignés au départ de la course Paris-Madrid avec Louis Renault et son frère Marcel aux commandes. Sans protection, couverts de poussière et aveuglés par les graviers, les pilotes prennent des risques insensés. À l'époque, il faut bien imaginer que les courses, ça se passe sur les vraies routes de l'époque, qui sont en terre battue, très poussiéreuses, etc., sur lesquelles on trouve des piétons, on trouve des chevaux, des fiacres. Ces courses, elles se font sur des routes qui ne sont absolument pas destinées pour la voiture. Donc vous avez une casse terrible. Et c'est à tel point, surtout avec l'augmentation de puissance des moteurs, qu'en 1903, la course Paris-Madrid est une catastrophe. La course est arrêtée, car de nombreux accidents surviennent tout au long du trajet. Le bilan est dramatique. On dénombre une dizaine de morts. Des spectateurs, des pilotes, et parmi eux, Marcel Renault, le frère de Louis. Marcel Renault sort de la route et décède. Et Louis Renault apprend cette nouvelle. Louis Renault, qui concourt sur une autre voiture Renault, se retire. Suite au drame, les courses sur route sont interdites et reprennent sur circuit fermé. Très affecté, Louis abandonne alors la compétition automobile en tant que pilote pour se consacrer exclusivement à la création et à la vente de ses voitures. Au début du XXe siècle, Louis Renault profite pleinement de l'essor technologique et économique de la belle époque. Il continue à innover et développe ses propres moteurs. Il élargit aussi sa gamme et agrandit à toute vitesse son usine de Boulogne-Billancourt. À partir de 1905, la firme va se lancer dans la construction d'un des premiers taxis motorisés de l'histoire, la Renault Type AG. Le Tône a rendez-vous avec Bernard Dumas, le président de la Fédération française des clubs Renault et Alpine. La marque n'a pas de secret pour lui. Alors comment Louis Renault se lance dans la production de taxis? Et pourquoi en fait? Alors Renault se trouve dans l'aventure des taxis, d'abord parce que ce qui tenait lieu de taxi, avant ça, c'était des voitures à chevaux qui s'appelaient des fiacres. Oui, d'accord. Ce qui a conduit les gens à penser qu'il pouvait y avoir un marché, c'est le fait que les cochers de fiacres, c'était une corporation de gangsters qui passaient leur temps à voler tout le monde, à escroquer les passagers. On ne savait jamais combien ça allait coûter se faire transporter du point A à un point B. D'accord. Alors que là, avec l'arrivée du système du taximètre, qui a ensuite donné son nom au taxi. Ça, c'est l'origine du mot taxi? C'est l'origine du mot taxi, super. Absolument. Donc ça viendrait de là, le mot taximètre, taxomètre? Taxomètre, c'est ça. Et donc là, le client savait ce que coûtait la c'était course. Un prix fixe en fonction du kilométrage qu'il avait fait. D'accord. Ça permettait à des gens qui n'auraient jamais acheté une voiture à l'époque de rouler dans une voiture. Ça permettait aux gens de découvrir une automobile. C'est ça devait être super branché à l'époque. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai pris un taxi. Waouh! Pour remplacer les fiacres à chevaux par des fiacres automobiles, un concours est lancé. Louis Renault propose la Type AG. Un modèle est réalisé sur la base d'un châssis moteur très robuste. Simple d'utilisation, il s'adapte parfaitement à la ville.
Des essais comparatifs entre les différents constructeurs sont effectués dans Paris et c'est Renault qui remporte l'appel d'offres. En 1905, il lance la construction de 250 exemplaires et dès l'année suivante, en 1906, 1000 nouveaux véhicules sont commandés. Dans la capitale, les taxis type AG sont partout. Renault les exporte même à Londres et à Berlin. Donc c'est ce taxi qui l'a rendu riche, et notamment grâce à son moteur. Moi j'aimerais bien voir le moteur. Ah ben bien sûr. Parce que quand même, moi ça m'intéresse. Il n'a pas quand même une forme un peu particulière ce capot? Alors ce capot il s'appelle en général Alligator. Pourquoi Alligator? Je ne vais pas vous faire un grand discours, je vais juste vous montrer, vous voyez. Mais oui, évidemment, c'est la bouche de l'Alligator. Mais moi j'adore, c'est super. Hein. Les taxis AG sont équipés d'un bicylindre de 1060 cm3 d'une puissance de 8 chevaux qui permet de rouler jusqu'à 40 km/h. Spécificité des Renault de l'époque, le radiateur est placé derrière le moteur, ce qui donne au capot cette forme si reconnaissable. En fait, le radiateur, il est derrière le moteur. Pourquoi? Le radiateur est derrière le moteur parce que vous voyez que là, ça donne un accès à la mécanique qui est facilité. Ouais. Donc ça fait des économies sur la maintenance, etc. Ça permet de protéger le radiateur qui est un élément qui est extrêmement cher. Et donc il est beaucoup plus protégé que quand il est devant où il prend la projection de pierre. Il faut rappeler quand même que il n'y avait pas de macadam sur les routes. Hein. Les projections de pierre, c'était classique. On referme l'Alligator? On referme l'Alligator. Attention, hein, ça mord. J'ai essayé de ne pas laisser les doigts dedans. Ouais. J'aimerais bien voir ce que ça donne à l'intérieur. Ah, pour faire le client. Voilà, exactement. Il fallait être musclé pour monter en taxi. Voilà. Hey. Même un strapontin, ce qui permet de voyager à 4. Et ouais, c'est quand même pas très grand si on était 4. Mais les gens étaient petits à l'époque. Les gens étaient beaucoup plus petits, hein. Faut avoir peut-être ça aussi. La fiabilité de ce véhicule va permettre à la marque de s'imposer durablement. 9 ans après leur mise en service, la majorité des taxis parisiens sont toujours des Renault type AG. « 1914. La Première Guerre mondiale va faire entrer Renault dans l'histoire. En août, les Allemands pénètrent en France par la Belgique et se rapprochent dangereusement de la capitale. Le 6 septembre, ils ne sont plus qu'à 30 km de Paris. Il faut envoyer de toute urgence des réservistes sur le front, mais à cette époque, les armées ne se déplacent qu'à pied, à cheval ou en train. Ces moyens de locomotion sont jugés trop lents par l'armée et le général Gallieni imagine une solution pour transporter les troupes plus rapidement. Et là, l'état-major décide d'utiliser le seul moyen, c'est l'automobile. Et quel véhicule peut-on utiliser? Eh bien, l'armée réquisitionne les taxis de Paris, les taxis Renault. On s'imagine là avec des militaires à côté de nous, le long de la Marne. Allez les gars, au front. Ils mettaient combien de soldats alors dans chaque voiture? Ouais, 5 ou 6. 5 ou 6? Elle mettait même sur les marchepieds. Sur les marchepieds, n'importe quoi, ils s'étaient fous. Debout. Avec le barda. Et les taxis, ils n'ont pas été payés? Oui, bien sûr que si. Ah oui? Et ça coûtait cher? En fonction de ce qui était sur le prix du taximètre. D'accord. Ça a coûté combien l'armée, cette petite histoire? 75 000 francs à l'époque à peu près. Oh là là! Ça fait beaucoup ça, même à l'époque? Ah oui, ça fait pas mal. Et ils en ont transporté beaucoup, des militaires? 5 000 à peu près. C'est pas du tout le gros de la troupe Non, c'est pas le gros de la troupe est parti en train en fait. Hein. Ah d'accord, c'est surtout resté dans la culture collective, c'est un truc symbolique quoi. Oui, c'est totalement symbolique parce que pratiquement c'est la première utilisation de l'automobile pour des besoins militaires en fait. D'accord. Donc ça reste forcément. Cette opération est l'une des premières applications du concept d'unité motorisée. Elle va devenir un symbole de la solidarité nationale, vanté par toute la presse de l'époque. L'affaire Taxi de la Marne, c'est à la fois sans aucune importance militaire et une importance considérable dans la propagande et dans l'effort de guerre. Cet épisode entre dans le roman national. Il montre que le front a été aidé par l'arrière-front. Les chauffeurs de taxi sont devenus des héros de guerre. Pendant 4 ans, Louis Renault participe intensivement à l'effort de guerre. Il produit des obus, des moteurs d'avion
Et c'est encore une de ses inventions qui va avoir un impact militaire majeur et conduire la France vers la victoire, le char léger FT. On a eu des essais de chars en France, il y a eu plusieurs types de chars, les Allemands en ont fait, les Anglais en ont fait, mais c'était des grosses boîtes de conserve avec un gros canon très très lent. Louis Renault est partisan, lui, du petit char maniable avec 2 personnes. Le char léger FT est doté d'un moteur Renault placé à l'arrière et séparé de l'équipage. Très maniable avec sa vitesse de pointe de 12 km/h, sa longueur d'environ 5 mètres et son poids de seulement 6 tonnes 5, il échappe facilement aux tirs ennemis. C'est aussi le premier char au monde doté d'une tourelle pivotante à 360 degrés qui s'actionne manuellement. Une de ses autres qualités, c'est son aptitude à franchir les tranchées grâce à ses chenilles extérieures qui dépassent à l'avant et d'une queue à l'arrière sur laquelle il prend appui pour ne pas se retourner. Les premiers chars FT entrent en scène en 1918. Début juin, ils aident l'infanterie française à arrêter la progression ennemie. Ils joueront un rôle décisif dans la victoire finale de la France. Renault va évidemment, avec ses chars FT-17, devenir le représentant de cette capacité de l'état-major français à utiliser les technologies nouvelles. Au lendemain de la victoire, Louis Renault défile sur les Champs-Élysées. Louis Renault a la Légion d'honneur, Louis Renault est un héros national. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours recherché une reconnaissance, et là il l'a eu. La Première Guerre mondiale profite financièrement à l'entreprise. Louis Renault a multiplié par 3 ses capacités de production pendant le conflit. Mais en matière d'innovation, il ne fait plus la course en tête. À partir de 1919, le nouvel homme fort de l'automobile française s'appelle André Citroën. Dans son usine du quai de Javel à Paris, tout près de celle de Renault à Boulogne, Citroën applique le système de production fordiste. Avec ses voitures populaires assemblées à la chaîne, le constructeur au chevron va vite doubler Renault. En moins de 4 ans, il devient le numéro 1 européen de l'automobile. Louis Renault tarde à riposter, la stratégie de son rival lui paraissant trop risquée. Louis Renault, il cherche avant tout à sécuriser son entreprise. Ses finances doivent être saines. André Citroën, c'est le contraire. Il se jette, il achète des machines très chères et il lance son système. Et donc, il y a cette contradiction fondamentale entre les deux personnes. Comme tous les autres constructeurs automobiles, Louis Renault est obligé de s'adapter. À partir de 1926, il met progressivement en place le travail à la chaîne à Billancourt. Pour concurrencer Citroën, il lance la Renault type GS, une 10 chevaux de 4 cylindres élégante, le premier modèle d'entrée de gamme de la marque. Le logo est modernisé. La type GS reçoit sur la calandre un losange strié frappé du nom de Renault, qui rappelle le double chevron de Citroën. Entre les deux hommes, la rivalité s'intensifie. Une rivalité exacerbée par les orientations idéologiques de Louis Renault. Louis Renault est fondamentalement antisémite. André Citroën est fils et arrière-petit-fils de juifs néerlandais. Et pourtant, il l'admire. Il l'admire, mais il se taille des croupières tout le temps. C'est un concurrent sévère, difficile. C'est vrai que sans Citroën, Renault n'aurait pas progressé aussi vite. Louis Renault achète l'île Seguin à Boulogne pour y construire une nouvelle usine ultra-moderne, une véritable forteresse ouvrière de 2,6 km de long. C'est le plus grand site industriel de France, un des premiers d'Europe. En 1929, Renault emploie près de 30 000 personnes à Billancourt. Alors l'usine idéale, à la Louis Renault, c'est un truc démentiel. Les journalistes qui vont visiter vont dire « mais c'est incroyable, on marche pendant une demi-heure et on n'arrive pas au bout de cette usine ». Cette usine est l'instrument de la reconquête pour Louis Renault. Elle va lui permettre de résister à Citroën en misant sur la diversification. Il produit des camions, des utilitaires, des taxis, des bus, des tracteurs, des berlines moyennes. Et il ne compte pas s'arrêter là. Louis Renault, d'abord, est attaché au marché qui rapporte. Or, le marché qui rapporte, c'est le marché du luxe. Pendant les années folles, le marché des voitures de luxe est en plein essor. Des véhicules d'exception produits en petite série se multiplient. Leur fabrication est organisée comme à l'époque des calèches. On commande un châssis moteur à une marque comme Delage, Delahaye ou Bugatti. Puis, on fait dessiner la carrosserie par des spécialistes.
Cette haute couture automobile s'adresse à une clientèle fortunée qui a envie de s'amuser. C'est à cette clientèle que Louis Renault veut s'adresser. Seulement voilà, son image est plutôt celle d'un constructeur généraliste. Renault a une idée toute simple pour se défaire de cette image de généraliste qui le gêne pour le haut de gamme, c'est qu'il va créer une nouvelle marque pour son haut de gamme. Cette marque, aujourd'hui oubliée du grand public, s'appelle Stella. La gamme commence avec des 6 cylindres, les Monastella et les Vivastella. La voiture la plus luxueuse est une 8 cylindres hors norme de 130 chevaux, la Renastella. Le Tone a rendez-vous avec François Melchion, l'ancien directeur du salon Rétromobile. C'est un spécialiste des voitures de luxe de l'entre-deux-guerres. Ah là là, mais elle est grande, hein. 1, 2, 3, 4, 5 mètres. 5 mètres 30 pour être exact. C'est un beau bébé, hein. Ah oui, c'était un beau bébé, oui, oui. 8 cylindres en ligne, 130 chevaux, donc il fallait bien ça pour emmener les 2 tonnes 7. La pièce maîtresse de cette voiture, présentée en 1929, est son énorme moteur de plus de 7 litres. Le premier 8 cylindres de Renault. Puissant, souple et silencieux, capable de propulser les 2,5 tonnes du véhicule à 130 km/h, il rivalise avec les mécaniques les plus prestigieuses de l'époque. C'est fou quand même, toutes les pièces sont énormes. Là, le phare, il fait la taille de ma tête. Un petit peu plus gros et mieux rempli. Ouais, mais il éclaire pas autant. Je n'en doute pas. Ouais, merci. Et là, il y a une grande nouveauté, c'est qu'on a le radiateur qui est à l'avant du véhicule. Ah ouais, du coup, on n'a plus le capot alligator et qui fait une bouche d'alligator. Voilà. Donc là, toute la gamme Renault, à partir de cette période-là, va avoir son radiateur devant. Puis il y a quelque chose de très, très significatif, c'est ça, cette étoile. Le logo Stella. Oui, le logo, puisqu'il n'y a plus le losange. Ben oui, il n'y a pas de losange, il n'y a aucune inscription qui fait référence à Renault. Non, on essaye de faire oublier Renault, on fait une marque à part entière, pratiquement. On invente la gamme premium, donc on fait la marque Stella. Avec les Stella, Louis Renault vise une élite à qui il doit faire oublier Renault. Il place le volant à droite, comme sur toutes les voitures de luxe de l'époque. Et il lance une campagne de communication utilisant les codes du très haut de gamme. On va avoir toutes les stars du cinéma de l'époque qui vont être vues dans les Stella, les gens célèbres. Donc il y a une excellente organisation de marketing pour pousser ces voitures. C'est simple, tu montes dedans, tu sais tout de suite dans quel univers tu te trouves. Finalement, aujourd'hui, on fait bien la différence entre les voitures citadines, les gros SUV, mais en fait, c'est beaucoup plus gros. On pourrait plus rouler avec aujourd'hui. Faire un créneau pour être une punition à un de tes pires ennemis. J'ai évité de me retrouver dans le champ. Vous voyez ? C'est là que je me rends compte des dimensions du véhicule, en fait, oui. Tu vois. Oui, oui. On peut même voir le ciel ouais, dans le reflet du capot. Ça fait un bruit sympa, par contre, oui, le 8 cylindres, là. Oui, il y a un bruit feutré. Qui a acheté ce genre de voiture? C'était du luxe. J'allais dire, on va être très méchant, c'est du luxe pour les pauvres riches. Ouais, c'est les premiers niveaux de richisme. Oui, mais c'était quand même un créneau qui était déjà dans le très haut de gamme. D'accord, c'était quand même une voiture très chère pour l'époque. C'était une voiture chère. Mais alors, il y en a eu combien de fabriqués? Je crois qu'il y a eu un petit peu plus de 300 voitures, ce qui n'est pas d'ailleurs énorme. J'en avais jamais vu, moi, en vrai. Non, il y a un taux de survie qui est très, très, très faible, puisque moi, d'abord, celle-là, c'est la seule que je connaisse qui roule. Donc, ça veut dire que c'est très peu sur les 300 et quelques fabriqués. D'accord. Et c'est dû à quoi? Quand vous aviez une Hispano ou une Bugatti, il y avait un respect qui était peut-être plus fort que là-dessus, qui était, je dirais, comme une voiture de série, de luxe, et qui était restée une voiture de série quand même. D'accord, ouais. Donc peut-être qu'on a moins choyées. Voilà, on a eu moins d'égards avec elle. Et puis je pense que effectivement le fait d'être accolé au mot Renault, ça n'a pas aidé. C'était quand même un petit peu nouveau d'avoir une Renault de luxe. Donc les gens qui étaient habitués à avoir une Hispano ou une Isotta Fraschini ou une Delage, je crois qu'ils étaient assez fidèles à leur marque. Ouais. Pendant les années 30, d'autres Stella sortiront. La Nerva Stella, une version plus sport, et la Supra Stella,
qui deviendra une voiture ministérielle. Mais la crise économique survenue outre-Atlantique va vite contrarier le succès de la griffe Stella. La dépression de 1929, qui met quelques années à arriver en France, annonce une période de déclin pour tous les constructeurs de voitures de luxe. Renault, fort d'une gamme très large et d'une trésorerie solide, ne sera pas aussi durement touché. Il devient même leader du marché européen, car son concurrent historique Citroën, qui s'est trop endetté, fait faillite en 1934. Citroën, qui a été le premier depuis 1919 en France, s'effondre. Alors que Citroën est racheté par Michelin, un autre événement va changer à jamais le destin de Renault. La Deuxième Guerre mondiale. En 1939, la France s'engage contre l'Allemagne dans un conflit qui tourne à la catastrophe. Rien ne se passe comme prévu. En à peine 6 semaines, la France capitule. Le gouvernement militaire de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, collabore avec l'ennemi. Les nazis prennent le contrôle des usines. Toutes les firmes sont contraintes de participer à l'effort de guerre du Reich. Mais les différents constructeurs automobiles ne vont pas réagir de la même façon aux demandes de l'occupant. Si on prend Citroën, Citroën est la propriété de Michelin. Les Michelin, dès 1940, entrent dans la résistance. La famille Michelin, plusieurs seront arrêtés, déportés, exécutés. C'est une famille qui est totalement impliquée dans la résistance. Et pour autant, les usines Michelin et Citroën travaillent. Le comportement de Louis Renault est très spécial, mais finalement assez logique par rapport à son personnage. Il va se retrouver dans une position très trouble vis-à-vis de l'occupant allemand. Renault a comme interlocuteur ses amis de 1918. Le maréchal Pétain est quelqu'un qu'il connaît. Les réseaux de résistance sont mis au courant de l'attitude de Louis Renault. Le site de Billancourt, reconverti en arsenal militaire, devient une cible stratégique à abattre. Si les Alliés décident de bombarder les usines Renault, c'est parce qu'il faut que le propriétaire comprenne qu'il doit lever un petit peu le pied sur cette production. Et visiblement, Louis Renault ne comprend pas ce signal. Pourquoi? Parce que les Alliés devront faire 3 autres bombardements au cours de l'occupation. Dans l'automobile, Louis Renault est le seul qui essuie autant de bombardements. À la Libération, c'est l'heure des comptes. Louis Renault, accusé de collaboration, est emprisonné. Il meurt dans sa cellule avant son procès. Ces usines, d'abord confisquées, sont finalement nationalisées en janvier 1945 et deviennent la propriété de l'État. Une page se tourne, la marque s'appelle désormais la Régie nationale des usines Renault. Après la guerre, les constructeurs européens, encouragés par les gouvernements, comprennent vite l'importance de démocratiser l'automobile. En Italie, les Fiat Topolino connaissent un succès sans précédent. En Allemagne, c'est la coccinelle de Volkswagen qui remet le pays sur 4 roues. En France, l'État qui encadre la production choisit Renault pour occuper le marché des voitures populaires. En octobre 1946, sous la responsabilité d'un nouveau PDG, Pierre Lefaucheux, la Régie nationale présente un projet secrètement étudié pendant l'occupation. Une citadine qui symbolise le retour de la paix. C'est la première voiture française accessible au plus grand nombre, la 4 chevaux. Avec sa bouille sympathique, sa calandre à moustache, ses formes tout en rondeur et ses chromes apparents, la 4 chevaux est une voiture simple qui sort d'abord en une seule couleur, jaune sable, qui lui vaut le surnom de motte de beurre. C'est pas du tout un choix esthétique, c'est un choix pragmatique. C'était à cause du fait qu'à l'époque, on se servait de stocks de peinture laissés par les Allemands, et le stock de peinture qui a été récupéré pour les 4 chevaux, c'est celui de l'Africa Corps. La 4 chevaux, elle est géniale parce qu'elle correspond exactement aux besoins du moment. On est en pénurie de tout, de tissu, de coton, de tôle, d'acier, etc., etc. Là, c'est une voiture minimaliste, donc on utilise le moins possible de matières premières. La voiture doit être populaire, on ne va pas s'amuser à mettre du cuir, du velours sur la sellerie. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est prendre la route, que la voiture soit solide. C'est déjà une révolution en soi pour eux. La 4 chevaux est toute petite, seulement 3,63 m de long.
Pourtant, cette 4 portes apparaît comme une familiale relativement confortable. La position arrière du moteur fait gagner un espace considérable dans l'habitacle. Habituellement, le moteur était à l'avant et transmettait sa puissance en propulsion grâce à un arbre de transmission. Sur la 4 chevaux, on connecte directement les roues arrière au moteur qui est logé dans le coffre. Ce choix astucieux permet de supprimer l'arbre de transmission et d'opter pour un plancher plat. La voiture est ainsi plus spacieuse, mais aussi beaucoup plus légère et donc plus puissante. Ah, comme elle est mignonne. C'est sympathique, hein? Oui, c'est super joli. Le Tône a rendez-vous avec Jean-Pierre Delaunoy, le secrétaire général du club des amateurs d'ancienne Renault. C'est un fan de la 4 chevaux dont il possède un modèle de 1957 qu'il a entièrement refait à neuf. Ah, c'est super. C'est de 57 celle-là. Ah, celle-là, c'est un modèle 57. C'est l'évolution donc de construction de la 4 chevaux. Mais il n'y a pas marqué Renault sur le losange. Oui, c'est exact. Cette auto, elle est badgée RENUR, Régie nationale des usines Renault. Mais pourquoi? Simplement parce que nous sommes en 1957 et que le passé de la guerre n'est pas si lointain, et que l'évocation du mot Renault à l'époque était un petit peu tabou et qu'on parlait beaucoup de la nationalisation des usines Renault. Et donc sur cette auto, à aucun moment il y a le mot Renault qui apparaît clairement. D'accord. Et RENUR, c'est pas facile à dire. Parce que RENUR 4 chevaux, ça sonne moins bien. C'est un peu dur. Ouais, c'est un peu dur, RENUR. C'est un peu dur à prononcer. Ce qui est incroyable, c'est que cette voiture, elle est vraiment construite à l'économie. C'est typiquement les voitures construites après-guerre. On est typiquement dans une logique d'économie d'après-guerre. Ici, par exemple, sur cette voiture, au moment du ferrage, les points de soudure d'assemblage du toit ont été mis complètement à côté. Et en plus, la pièce est écartée et pas dans son plan. Et regarde de ton côté, tu vas avoir une surprise. Bah, moi, il n'y a pas de soudure. Et ben voilà, c'est simplement parce qu'il devait être 6 h du soir et que les gens qui soudaient, ils voulaient partir en week-end, ou ils parlaient du tiercé pendant qu'ils étaient en train de souder. C'est incroyable, c'est pas le même côté, quoi. C'est pas la même chose de chaque côté, c'est dingue. Voilà. Donc il n'y avait aucune unification des points de soudure. Et ils ont fait 1 million de voitures avec des défauts. 1 million de voitures avec plus ou moins de défauts compensés, mais c'est ce qui fait leur charme. Tout à fait, bah, évidemment. Si une partie du véhicule est assemblée à la main, en revanche, la construction du bloc moteur, un petit 750 cm3, est entièrement automatisée. Mis au point par la régie, des robots, premiers du genre appelés machine transfert, facilitent la production en très grande série. Mais c'est plutôt pas mal le moteur, hein, il sonne bien. Je vais essayer de faire marcher les essuie-glaces où tu m'as montré. Et c'est vrai que... Voilà, ouais, c'est trop mignon. C'est beau. Ivoire, là. Oui, alors non, ça c'est pas ivoire. C'est gris Suède. Comme dit son nom, gris Suède, qui n'est pas un gris. C'est un grège. Ce qui est fou, c'est qu'elle ait marché autant, cette voiture. Il paraît qu'elle a eu une grosse carrière à l'international. Il y a eu 1 million de 4 chevaux de produits distribués dans tous les pays. Donc on en retrouve aujourd'hui encore. Au Mexique, il paraît. Au Mexique, on en retrouve au Vietnam, on en retrouve en Afrique du Sud. Et puis surtout, le Japon. Comment elle s'appelait au Japon? Au Japon, elle était vendue sous la marque Hino. Au pays du soleil levant, la 4 chevaux ronronne doucement sous les grands cèdres des ancêtres et s'implante dans la Tokyo des empereurs de jade. Grâce à sa popularité en France et à l'international, la 4 chevaux devient la première voiture française à atteindre le 1 million d'exemplaires vendus. Dans cette période incertaine de l'après-guerre, une nouvelle histoire s'écrit pour Renault et la 4 chevaux incarne ce que sera la Régie nationale pendant des décennies, le constructeur populaire de petites citadines ingénieuses. Renault, redevenu le leader du marché français, entame les années 50 avec une nouvelle image et de grandes ambitions. La 4 chevaux est un grand succès, et remplacer un grand succès, c'est pas toujours évident. Donc pour lui succéder, Renault ne va pas prendre de risques. Je crois que Renault n'imagine pas encore remplacer la 4 chevaux. Il pense plutôt la doubler d'un modèle plutôt proche. Depuis de nombreuses années déjà, la 4 chevaux attend une sœur aînée. Dans le plus grand secret de 1951 à 1956, la future Dauphine naissait pièce à pièce. Pour le choix de son nom, la légende veut qu'un des membres de l'équipe ait dit « La 4 chevaux est la reine, la nouvelle venue ne peut être que la Dauphine ».
Dans les années 50, portés par la croissance des 30 Glorieuses, les Français entrent dans la civilisation des loisirs et investissent les campings. Pour s'y rendre, ils commencent à emprunter massivement les routes nationales. La marque aux losanges veut répondre aux besoins de cette nouvelle classe moyenne qui voyage. La prochaine Renault devra être plus grande que la 4 chevaux pour pouvoir accueillir toute la famille et ses bagages. Renault ne va pas s'embêter, il va juste recarrosser, grosso modo, la 4 chevaux et sortir la Dauphine en 1956. Pour des raisons de rationalisation industrielle, on prendra le même soubassement, les mêmes suspensions, le moteur à peine gonflé. La régie reste fidèle à la propulsion et au moteur placé en porte-à-faux arrière. Avec ses 115 km/h de vitesse de pointe et son style italien très à la mode, la Dauphine se vend mieux que la 4 chevaux. Au total, plus de 2 millions d'exemplaires sortiront des chaînes françaises, espagnoles, italiennes, brésiliennes et argentines. Dans le monde entier, Renault s'installe tranquillement dans le paysage urbain. Mais la concurrence va l'obliger à se remettre en cause. Car c'est Citroën qui règne alors sur le segment des voitures populaires avec un best-seller que personne n'attendait, la 2 chevaux. Renault est très attentif, comme toujours, à ce que fait Citroën. Et Citroën sort en 48 la 2 chevaux, qui est une voiture techniquement remarquable, et qui s'adresse surtout à une clientèle campagnarde. C'est une voiture dynamiquement qui est très supérieure à la 4 chevaux, et ça donne des idées à Renault. Avec 5 millions d'exemplaires vendus, la 2 chevaux Citroën fera mieux que la 4 chevaux et la Dauphine cumulée. Renault cherche donc à créer une petite voiture polyvalente qui s'adresse à la fois aux urbains et aux ruraux. La voiture qui réussit ce grand écart est lancée en 1961. C'est la Renault 4 qui deviendra pour tout le monde la célèbre 4L. Aujourd'hui, une Renault 4, ça nous paraît totalement banal. Mais à l'époque, c'est révolutionnaire, mais vraiment révolutionnaire. Et d'ailleurs, même Renault ne savait pas trop ce que c'était ce truc-là, hein, parce que quand on regarde les projets de catalogue publicitaire, on y parle de break, parce qu'il n'y a pas d'équivalent existant. Elle est conçue comme une sorte de couteau suisse, d'outil multifonction. Elle sera même surnommée le blue jean de l'automobile, parce qu'elle sert à tout en fait. On peut s'en servir à la campagne, à la ville, pour faire des travaux, pour partir en voyage, on peut tout faire avec cette voiture. Sa polyvalence vient de son architecture globale. Pour la première fois sur une de ses citadines, Renault opte pour un moteur traction. Sa position avant permet de supprimer l'arbre de transmission, de créer un long plancher plat et d'agrandir le coffre. Son accessibilité est facilitée par le haillon arrière, sorte de 5e porte qui la transforme en familiale semi-utilitaire. La 4L accompagne une France en pleine mutation qui va maintenant faire ses courses au supermarché pour y remplir son coffre. Elle va devenir une voiture transgénérationnelle en plaisant à la fois aux femmes, aux jeunes, aux seniors, aux familles et aux artisans. Cette voiture est très polyvalente, qui va garantir son succès et on l'oublie aussi, mais en fait, la 4L, même si c'est une voiture très peu puissante et très populaire, va servir en rallye, en course, et notamment en rallycross, où là encore, elle sera utilisée et même détruite par wagons entiers, malheureusement. Robuste et très simple d'utilisation, la 4L s'engage dans des rallycross très musclés. En 1974, pour détecter les jeunes pilotes, un championnat est lancé par Renault et Elf. L'idée est de rendre accessible le sport automobile au petit budget. Cette formule rencontrera un énorme succès. Pour revivre l'âge d'or de ces rallycross, le Tone a rendez-vous avec Michel Duvernay. C'est vrai que c'est joli les couleurs hein, quand même. C'est vif. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Au volant de cette 4L remaniée, il a gagné la Coupe de France Renault Cross en 1981. Et comment t'as commencé cette coupe avec la 4L alors? Les 4L, on en trouvait un peu à la casse. C'était relativement simple. À préparer, à préparer. Il y avait quoi à faire dessus? Le mieux, c'était de décaisser quand même la voiture. Bon, décaisser, c'est quoi? On enlevait la caisse pour avoir le châssis à nu. L'intérieur complet était dégagé. Vitres, plafonniers, les sièges. Donc tu as mis un arceau aussi? J'ai mis un arceau de sécurité, fait les renforts de soudure sur la plateforme. Enlever tout ce qui n'était pas nécessaire sur le véhicule. Les vitres. Les vitres. La 4L, il n'y a déjà pas grand-chose à la base. Et toi, tu enlèves des trucs encore. D'ailleurs, il n'y a même plus de phare sur la voiture. Mais oui, il n'y a plus de phare, ça sert à rien. Tu as enlevé les phares, mais tu as gardé la calandre. Pourquoi pas enlever la calandre? Bah, parce que c'est fun. Hein.
Ouais, d'accord, on reconnaît la voiture. C'était la petite touche, la quoi. petite touche classe, quoi. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est bon, les numéros de course, parce Ouais. qu'effectivement, quand il y avait de la boue, on voyait plus les numéros sur les portes. Bah oui. Alors, ce qui permettait au directeur de course de voir à qui il avait affaire. D'accord. Sauf quand tu faisais un tonneau. Par exemple. T'en as fait des tonneaux, toi? Bien sûr. T'as déjà fait un tonneau où tu fais le tonneau et en fait tu retombes sur tes roues et tu pars et tu gagnes la course? Bien sûr. Ça, c'est génial. Ouais. Et des fois, il fallait quand même remettre en route, parce que des fois, le moteur calait quand même. Même si les tamponnages entre les participants étaient tolérés, les courses étaient très réglementées. Les concurrents devaient préparer leur 4L avec un minimum d'équipement tout en gardant la mécanique d'origine. Pendant 10 ans, la 4L accompagne les apprentis pilotes et leur permet de goûter aux joies de la course automobile sur chemin de terre. J'ai mis un peu de droite, là, ouais. Accélère-le un peu. Ah ouais, c'est vraiment ambiance course. Hein. T'étais pieds dedans tout le temps. Ouais. Et le moteur, tu l'avais préparé? Ouais, bien sûr, ouais. Comme tous les moteurs de course, on fait la culasse rabotée au minimum pour avoir le taux de compression intéressant, mais attention, toujours en respectant le cahier des charges. Le cahier des charges, bien sûr, parce qu'on était contrôlé après chaque course. Hein. De temps en temps, pour relancer le moteur, tu mettais les petits coups d'embrayage, tu vois, pop, 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 pour relancer un peu le moteur. Et combien il faisait de chevaux à l'origine? À l'origine, c'est autour de 32, 34 chevaux, voilà. Vous avez gagné 2 chevaux. Préparé. C'est drôle de gagner 2 chevaux avec une 4L. En fait, ça va trop lentement pour la 4L, elle aime pas. Exactement, pour cette 4L de course. Putain, mais j'ai envie d'envoyer, moi. Là, ça va être un peu dur, hein. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est dommage, mais tu vois, on a roulé qu'à 23 km/h. Il n'y a pas une solution pour qu'on puisse rouler un petit peu vite? Bah si, on va aller ailleurs. Ah bah voilà. Ah, t'as une idée? Bah oui. Ok. On y va? Ouais, on y va. Allez, go. Bon. Alors, une petite astuce de vieux combattants. Ouais. Pour éviter de perdre un petit peu de puissance, on lève pas le pied de l'accélérateur quand on passe la vitesse. Je reste. Tu restes flat, voilà. T'es sûr, hein? Oui, oui, je suis sûr. Ok. T'inquiète. Il n'y a pas de souci, ça tient le coup. On y va. Go. Ok. Allez, j'essaie de le faire bien. Les nombreuses déclinaisons de la 4L renforceront son succès. En plus des rallycross, elle participe au Paris-Dakar avec les frères Marot, part en raid automobile à travers l'Amérique latine. Il y aura aussi une version gendarme et un modèle fourgonnette très populaire utilisé par les télécoms, La Poste et EDF. Le succès va être absolument phénoménal, puisque la voiture va être vendue pendant plus de 30 ans, dans plus de 100 pays, avec une production dans presque 30 pays. Et à la fin, on va vendre plus de 8 millions d'exemplaires. On tutoie les sommets dans l'histoire de l'automobile. Hein. Grâce à la 4L, Renault rejoint les leaders du marché automobile européen. L'usine mère de Billancourt, qui fait travailler plus de 30 000 salariés, est plus que jamais la vitrine sociale du pays. Quand Billancourt tousse, la France s'enrhume, dit la formule. Lors des événements de mai 68, l'usine de l'Île-Seguin est au cœur de la contestation. Mais malgré les grèves massives, Renault ne fléchit pas et réussit même à consolider sa position dans la catégorie des voitures accessibles. Sortie en 1962, la Renault 8 Gordini, la version sport de l'autre citadine de la régie, va faire l'objet d'un véritable culte auprès des baby-boomers amateurs de sensations fortes. Alors le Renault 8, à la base, n'a pas un look très sexy, c'est une boîte à chaussures, mais avec des petites astuces, on arrivera à en faire un objet attractif. On la peindra en bleu France, on lui mettra 2 bandes blanches qui font gagner au moins 15 km/h, d'après les spécialistes, et ça deviendra la couleur emblématique de la Renault 8 Gordini. Gordini est le nom du préparateur de cette voiture, Amédée Gordini, un célèbre motoriste, ancien pilote et mécanicien de génie.
En affichant 175 km/h en vitesse de pointe, la R8 Gordini réussit à surclasser les grosses berlines statutaires de son époque. Avec une R8 Gordini en compétition, vous battez une Porsche 356, vous battez une Alfa 1300. Et vous avez investi 3 fois moins d'argent pour l'acheter. C'est la voiture que les gentleman drivers français, les moins argentés, attendaient. Avec des performances de sportive et un prix de voiture de série, la Renault 8 Gordini est un peu la première GTI de l'histoire. Renault lance 15 ans avant tout le monde la mode des citadines sportives et annonce son retour dans le monde du sport automobile. En 1976, la régie décide de fusionner Gordini et Alpine, ces deux ateliers de sport, et s'engage à peine un an plus tard en Formule 1. Le constructeur y débute avec un moteur révolutionnaire qui possède une technologie qu'on retrouvera par la suite sur les voitures de toutes les marques, le turbocompresseur. Une invention maison déposée au début du XXe siècle par Louis Renault. On est en 1902. Louis Renault dépose le brevet du turbocompresseur. Alors, c'est pas encore le turbo tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais le principe est là. Le turbocompresseur est une pièce raccordée au moteur qui, en récupérant ses gaz d'échappement, fait tourner la turbine du compresseur. En l'activant, on crée de l'air comprimé qui est réinjecté dans les cylindres et qui améliore ainsi leur remplissage en mélange air-carburant. Ce procédé a pour effet d'optimiser le rendement du moteur et permet d'obtenir la même puissance qu'une cylindrée supérieure. Le système turbo est monté en 1977 sur une Alpine qui remporte les 24 heures du Mans. Après cette victoire, dès l'année suivante, c'est au tour de l'écurie de Formule 1 de l'essayer. Mais les débuts sont difficiles. Le moteur surchauffe. Les concurrents anglais surnomment la monoplace du pilote Jean-Pierre Jabouille la théière jaune pour se moquer de la fumée qui s'en dégage. Mais l'équipe y croit. Pendant 6 ans, le moteur est amélioré et il finit par faire des merveilles. Alain Prost multiplie les victoires et décroche en 1983 la 2e place au championnat du monde. Ayant démontré son énorme potentiel, le turbo fait logiquement son entrée dans des compétitions plus populaires comme les rallyes. En 1980, Renault a l'idée de l'installer sur son modèle phare de l'époque, la citadine qui a succédé à la 4L, la R5. Le résultat est une voiture légendaire, la Renault 5 Turbo. C'est sur l'anneau de vitesse de l'autodrome de Linas-Montlhéry que les premières Renault 5 Turbo sont testées. Ce circuit possède en effet une topographie unique pour faire rouler des véhicules à grande vitesse en toute sécurité. Un anneau de vitesse, c'est quoi? C'est une ligne droite infinie. Les bords sont relevés. Quand on est au pied, c'est plus qu'impressionnant. Et le banking va jusqu'à 52 degrés. On monte progressivement en vitesse. On arrive à des vitesses au record, au maxi de ce que pouvaient donner les automobiles de l'époque. Le Tône a rendez-vous avec le pilote Alain Serpaggi. Ça, c'est vraiment sympa de me l'avoir apporté. Ah. C'est vraiment un rêve d'enfant. J'étais sûr que ça te ferait plaisir. Bah oui, elle est super jolie, t'as vu en plus? Ouais. J'ai fait un petit effort. Presque raccord, dis-le. Presque ton sur tône. Alain Serpaggi a participé à la mise au point du moteur turbo de la Renault 5. Au volant de cette petite bombe, il a remporté en 1985 le championnat de France des rallyes sur asphalte. On est d'accord que cette voiture, elle a été fabriquée sur la base de la R5 de série. Tout à fait, on est parti d'une R5 classique, qui avait un moteur avant, un petit moteur de 60 chevaux à l'avant. On a coupé tout l'arrière pour faire un nouveau châssis. À la tronçonneuse. Exactement, pour pouvoir adapter toute la mécanique à l'arrière. Le moteur, la boîte et les suspensions. C'est la première fois qu'un constructeur partait d'une base de voiture de série pour faire une voiture de course. Eh bien, Renault voulait faire une voiture de rallye efficace pour gagner des championnats, tout en gardant la R5 quand même. On la reconnaît bien quand même, c'est les phares de la Renault 5. Oui, et pourtant, tout à fait. Voilà. C'est un monstre de rallye, quoi. C'est quand même du brutal à conduire. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a 2 moteurs en un. Là. Ouais. Quand le moteur est en phase atmo, il développe 60 chevaux. Et puis quand le turbo souffle, il y en a 300. Ma mère me le disait souvent, ce serait bien qu'un jour tu déclenches. Quand le turbo est enclenché, la puissance du moteur augmente de 70%. La voiture dépasse alors les 200 km/h en pointe, une vitesse incroyable pour l'époque.
Le Tone, conseillé par Alain Serpaggi, va essayer d'atteindre à nouveau cette barre symbolique des 200. J'ai une question à te poser. Oui. T'as fait exprès de t'habiller comme les portières de la voiture? Pas du tout, non. C'est une coïncidence. Ah ouais. Bon, il y a un truc à savoir avant de démarrer, non? C'est comme une voiture, quoi. Tout à fait, normal, pareil. Voilà. Ok. C'est assez bruyant. Ah ouais, ça c'est normal. Tu peux accélérer un peu, hein, et tu montes un peu. Voilà. Tu sens quand tu es bien centré. Ouais. Tu vois, On voilà. lâcher le volant. Voilà. Le champ de vision se rétrécit quand on monte, hein. Et le turbo, il déclenche quand, alors? Le turbo, il déclenche à 4005. Ah, on y est presque. Mettre un moteur à l'arrière dans une Renault 5 pour avoir une propulsion qui va jusqu'à 300 chevaux, c'est quand même super absurde. Et c'est ça qui est bon. Vitesse de croisière 180, ça va, hein? Ouais. On entend le turbo, il siffle. Allez, 200, 190. Ah, presque. Allez, vas-y, mets à fond. On les prend là. Et voilà, 200. Voilà, ouais. On a fait la VMAX, au moins ça c'est fait, hein. C'est quand même génial d'être sur l'autodrome de Montlhéry avec une R5 turbo. Je suis super content, merci. Tant mieux. Le turbocompresseur fera beaucoup pour l'image de Renault. La marque est la première au monde à en proposer sur des modèles de série. En parallèle, la Renault 5, lancée en 1972, triomphe. Elle sera la voiture la plus vendue en France jusqu'en 1983. Mais au début des années 80, Renault se retrouve en mauvaise posture. Car le double choc pétrolier des années 70 a retardé le renouvellement de sa gamme. La régie fait face à une concurrence redoutable sur le marché des citadines avec l'arrivée de la Peugeot 205. Elle a aussi enchaîné les échecs commerciaux dans le haut de gamme, les Renault 20 et 30 ayant eu une carrière en demi-teinte. Pourtant, comme c'est souvent le cas dans des périodes de crise, les années 1980 seront riches en innovation. C'est à cette époque que Renault imagine la première voiture intelligente française. Un modèle à la pointe de la technologie, la Renault 25, lancée en 1984. À côté de Paris, le Tone rencontre Henri Dupont, le président du club des anciennes Renault. Bonjour. 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 Il a été ingénieur motoriste et a travaillé 35 ans sur les logiciels automobiles embarqués. Il possède une magnifique Renault 25 V6 version Baccarat, le summum de la gamme. Pour vérifier que ces très nombreuses options fonctionnaient correctement, les garagistes utilisaient une valise de contrôle qui donnait un diagnostic précis de l'état de la voiture. Mais t'as ça, toi? Bah ouais. Alors tu vois, en fait, on a une prise diagnostique. Ouais, je vois, qu'on branche sur la voiture. Voilà, qu'on branche sur la voiture et qui va nous permettre d'entamer la discussion ouais. avec les différents calculateurs. C'est super. En fait, si t'as pas ça aujourd'hui, tu peux plus entretenir une voiture de collection. Ah non, c'est pas possible. Elle a bipé. Ah oui. Et il la reconnaît. Mais oui. Là, tu vois, je fais le petit code magique. Et ça y est, tu vois, on voit en fait toutes les différentes informations. Ah ouais, il y a tout là, anti-démarrage, circuit papillon. Voilà. C'est hyper moderne. Ouais. Ah oui. C'était l'an 2000 de la voiture, là. Ouais. Je peux te mettre la température d'eau. Ah ouais, ça m'intéresse. 46 degrés. C'est beaucoup, non? Elle a déjà roulé un petit peu aujourd'hui, tu vois. Elle est tiède. La température d'air, 39 degrés. Tu les connais par cœur, t'es fou. Oui. C'était évolué à l'époque, il y avait beaucoup de voitures qui avaient ce système? Ben, c'était le début. C'était le début. Toutes les voitures Renault, en fait, étaient interfaçables avec cette valise. Et voilà. Et puis, on avait vraiment... C'était vraiment très utile, quoi. La Renault 25 marque le début de l'ère électronique. Ses équipements intérieurs le confirment. Siège mémorisé, régulateur de vitesse, direction à assistance variable, une débauche de boutons omniprésents dans l'habitacle.
dès que tes yeux se posent sur l'intérieur, c'est quand même dessiné de manière incroyable, ce tableau de bord là. Bah, tu vois la condamnation centrale, l'essuie-glace arrière, le régulateur de vitesse, le réglage du siège, les sièges mémorisés, tous les boutons en fait. Les boutons de fauteuil, ils sont incroyables. Pour gonfler les coussins. Une autre option très décriée à l'époque va beaucoup faire parler d'elle, la synthèse vocale. Bon alors Henri, maintenant j'aimerais vraiment que tu me montres comment elle parle. Alors ce que je te propose, on va faire un truc. Je vais ouvrir prudemment ma porte là, tu vas voir ce que ça fait. Alors j'y vais. Hein. Vas-y. Écoute ça. Porte avant droite, mal fermée. Ah ouais. T'as vu? C'est un peu flippant quand même. Ah oui. T'as l'impression d'être surveillé? Ouais. Attends, je peux essayer moi? Je t'en prie. Porte conducteur, mal fermée. Attends, voiture, j'arrête. Mais elle dit pas par contre, bravo, vous avez bien effectué les actions qui incombaient à la conduite en sécurité de votre voiture. Non, on va pas jusque-là. Mais ouais, comme tu dis, elle parlait un peu trop même des fois. Bah, c'était les débuts, hein. Ouais, oui. C'était l'avant-garde. On se disait que c'était hyper moderne et que toutes les voitures auraient cette technologie plus tard. Quand tu dis ça, en fait, t'es pas très loin de ce qui est en train d'arriver maintenant, hein, avec l'entrée, en fait, de tous les GAFA dans le monde automobile. Hein, donc ça vient. Malgré sa technologie embarquée avant-gardiste, la Renault 25 peine à dépasser le million d'exemplaires. Mais c'est sur le segment des citadines, qui fait pourtant sa réputation depuis des décennies, que Renault souffre alors le plus. La régie n'a pas réussi à imposer la remplaçante de la Renault 5, la Super 5. Les ventes fléchissent et pour redresser la barre, l'État nomme un nouveau PDG, Georges Besse, qui sera assassiné en 1986 par Action Directe, un commando terroriste d'extrême gauche. La régie Renault avait ce rôle social qui semble disparaître avec l'arrivée de Georges Besse. Il représente le symbole à abattre du patronat. Cette tragédie, ça sonne le glas de manière épouvantable, mais ça sera le début d'une nouvelle ère qui sera, elle, très intéressante. Un nouveau dirigeant est nommé, Raymond Lévy. Il place la qualité au centre de son plan de redressement. Il va aussi bénéficier du succès de modèles sortis avant son arrivée. Le plus inattendu est le Renault Espace, qui s'inspire des vans américains et du combi de Volkswagen. Lancé en 1984, il devient le premier monospace européen de l'histoire et inaugure le nouveau slogan de la marque, « Les voitures à vivre ». C'est en faisant des choix très clivants que Renault entame les années 90. La marque décide par exemple d'abandonner la dénomination en chiffres. Désormais, les Renault auront toute une personnalité. Un nom comme Clio, Mégane, et bien sûr une citadine dont l'appellation est la contraction de 3 danses, twist, swing et tango, la Twingo. Je pense que la Twingo, c'est une des voitures les plus réussies de toute l'histoire de l'automobile. C'est le seul monospace dont on a envie de se souvenir. La Twingo, pour moi, c'est une des voitures les plus géniales jamais créées. C'est une voiture qui est totalement ludique, fraîche, qui arbore des couleurs vives. Je me souviens parfaitement de la première fois qu'on nous a présenté en avant-première la Twingo. Ça a été une explosion de joie de toute l'assistance. Les gens hurlaient, applaudissaient. On a, mais dans l'instant, compris qu'on avait en face de nous une future icône. Mais il aura fallu presque 30 ans pour la concevoir. La gestation de la Twingo a commencé dans les années 1970. Renault travaille à l'époque au remplacement de la 4L par un véhicule d'entrée de gamme. Mais le projet, toujours trop cher, restera finalement dans les cartons. À la fin des années 80, son étude est relancée par un designer très créatif, Patrick Lequément, que l'automne retrouve chez Renault Classique. Le sourire le plus populaire de l'automobile française. Le seul. C'est à lui qu'on doit la reprise du projet lors de son arrivée chez Renault en 1988 en tant que directeur du design. La Twingo n'a pas encore la calandre souriante qu'on lui connaît. Ça a toujours été prévu sur cette voiture qu'il y a un sourire comme ça? Ah non, pas du tout. En fait, dès le début, elle avait un petit look renfrogné, extrêmement sérieux.
voire un regard pincé. Pincé? Oui, pincé. Absolument rien à voir avec ce qu'elle est devenue. Et en fin de compte, à la dernière minute, je ne faisais pas ça d'habitude, j'ai pris un crayon et j'ai dessiné. Il faut un sourire, il faut une bouche, il faut des yeux rieurs. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, ce qui est étonnant quand on regarde la Twingo, c'est qu'on a l'impression qu'on vit dans un univers complet et que toutes les pièces sont dessinées. Tu vois, les répétiteurs, ils sont ronds, les poignées de porte, elles sont rondes. Tout ça, c'était prévu dès le début. Alors, on l'a dessiné comme ça pour avoir cette grande cohérence de langage formel. Bon, c'est un peu pompeux comme terme, mais c'est exactement le terme qu'on utilise. C'est-à-dire que l'œil renvoie à un autre endroit et à chaque fois, il y a une confirmation. Donc, par exemple, tu prends les phares et quand tu arrives à l'arrière avec les feux, tu vas retrouver un écho de cette forme. Tout ça, c'est toujours extrêmement cohérent. Son design et ses couleurs acidulées en font un véritable ovni automobile. Outre son look extérieur, son espace intérieur sera une des clés de son succès. Monovolume, plus petite qu'une citadine, elle offre pourtant une habitabilité remarquable. La Twingo reprend l'esprit de la Renault Espace en appliquant le même principe sur une petite voiture. Avec une banquette coulissant sur une grande amplitude, sa modularité la transforme presque en petit utilitaire. Une révolution pour un modèle de cette catégorie. On est dans un intérieur où on n'a pas l'impression que c'est un intérieur nu. On n'est pas dans l'impression que l'on a fait des économies. On pense que tout est au bon endroit. Et surtout, on a une impression d'espace qui est incroyable. C'est ça, la petite espace, c'est la Twingo, en fait, plus que le Scénic encore. Parce que là, la lumière qu'on a devant, pour une voiture de cette taille, ça donne presque une impression qu'elle est plus grande. Bah déjà, tu vois, tu peux faire ce mouvement que tu ne peux pas faire d'habitude dans un véhicule. Donc c'est parfait pour surtout pour les Marseillais comme moi, tu vois. On peut parler avec Ce design intérieur est intelligemment pensé, car la plupart des choix ont été faits pour répondre à des contraintes économiques. Le but était d'épurer l'ensemble en éliminant le superflu. L'antenne radio, par exemple, est fixée sur le rétroviseur pour économiser sur la longueur du câble. Non mais en fait, l'extérieur d'une voiture, c'est un dessin, mais l'intérieur, concevoir un intérieur de voiture, c'est super compliqué, non? L'extérieur, c'est une question purement d'émotion et du talent, artistique, etc. Alors que l'intérieur, c'est de l'intelligence. Et tout est mignon, regarde moi j'adore les boutons, c'est devenu, on les identifie immédiatement. Si je faisais une photo aujourd'hui du tableau de bord et que je l'envoyais même à mes enfants, ils reconnaîtraient tout de suite, c'est une Twingo. Les commodos, ils sont mignons. Comme il n'y a pas beaucoup de commandes, il ne faut pas oublier, c'est une voiture avec un prix extrêmement abordable. On voulait les valoriser, ces commandes, et donc on en a fait des stars, des superstars. Et une de ces superstars, c'est bien sûr le nez de clown au centre. Ah, il est génial. Dans la famille Renault, je voudrais la voiture la plus sympathique. La Twingo. La Twingo provoque un véritable raz-de-marée lors de sa présentation au Salon de l'Automobile de Paris en 1992. Les stands concurrents se vident, car les visiteurs se ruent pour aller voir la nouvelle reine de la ville. Une starlette qui va devenir un phénomène de société. La Twingo marque le renouveau de l'entreprise. Bienvenue aux voitures plus humaines. Un changement de mentalité s'opère dans l'automobile. Fini la mode des turbos, symbole de vitesse et de virilité. En 1999, le nouveau PDG, Louis Schweitzer, réussit un autre pari. Il rachète Dacia, une marque roumaine, pour en faire un constructeur low-cost à succès. Une nouvelle époque a commencé pour Renault, avec un désengagement progressif de l'État. Dans les années 90, Renault va connaître beaucoup d'évolutions. Déjà, la marque sera privatisée en 1996. Ensuite, sous l'impulsion de Louis Schweitzer, Renault va s'allier avec Nissan. Et ça va donner naissance à un très grand groupe de l'automobile et permettre à Renault de rentabiliser de manière exponentielle ses plateformes, sa technologie, et aussi de récupérer de la technologie de Nissan qui va profiter à la fiabilité des moteurs. Cette alliance procure d'importantes économies d'échelle. En 2017, le groupe Renault-Nissan a atteint la première place mondiale pour le nombre de voitures vendues. Et sa course à l'innovation continue, même si l'arrestation de son PDG Carlos Ghosn fin 2018 pour malversation présumée a provoqué un choc. Renault emploie aujourd'hui plus de 181 000 personnes et vend ses voitures dans 134 pays.